Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir. Donc, je suis Anne Legrin, je suis principale de collège dans l'Académie de Versailles. Merci de nous avoir rejoints en cette heure un peu matinale. Je suis donc avec Patrice Huer qui se présentera tout à l'heure. Nous allons aborder ce troisième webinaire du parcours enjeu-raccrochage qui s'intitule « Comment coopérer avec les familles pour orienter au mieux leurs enfants ». Je rappelle que ManageEduc est notre communauté de personnel d'encadrement. Nous sommes plus de 3500 qui permet donc cette réflexion collective et ce travail collectif tout au long de l'année sur le pilotage pédagogique. Alors, ce webinaire à cette période de l'année, c'est vrai qu'il est important parce que je crois qu'on se pose tous pas mal de questions sur l'orientation et le passage dans la classe supérieure de nos élèves, que ce soit nos élèves de CM2, que ce soit nos élèves de 4e, de 3e, de nos secondes et bien entendu de nos élèves de terminale. Mais évidemment, du fait de la situation sanitaire et des mesures qui en découlent, les conditions ne sont pas toujours réunies pour qu'elles soient abordées sereinement. Ce contexte rend complexe l'accrochage des élèves, d'autant plus lorsqu'ils sont évidemment déjà un petit peu en difficulté. Alors, ce constat nous amène à nous poser un certain nombre de questions que j'imagine vous partagez, à savoir évidemment comment accompagner au mieux les élèves sans se rendre intrusif ou leur donner l'impression qu'on décide pour eux, comment coopérer avec les familles pour susciter la confiance en soi chez les jeunes. L'idée étant évidemment qu'ils deviennent acteurs de leur orientation. Et puis et surtout, comment échanger avec les parents au-delà de leur statut de responsable légal, les rendre véritablement partenaires dans le parcours de leur enfant. Alors, pour répondre donc à toutes ces questions, j'ai l'honneur d'accueillir Patrice Huer, qu'un certain nombre d'entre nous, je pense, connaissent, soit pour l'avoir vu, rencontré, eu en conférence ou avoir lu un certain nombre de ses ouvrages. Patrice Huer, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, je suis pédopsychiatre et actuellement, après avoir travaillé longtemps dans les Hauts-de-Seine comme responsable de service de pédopsychiatrie et co-créateur des maisons des adolescents, je travaille maintenant comme coordinateur national de la pédopsychiatrie pour le groupe Clinéa, c'est-à-dire une quinzaine d'unités d'hospitalisation pour enfants et adolescents, un peu partout en France. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité comme psychothérapeute à Paris. Voilà, donc je vous laisse ouvrir peut-être sur la thématique que nous allons aborder. Le micro. On m'entend, voilà. Voilà. Non, micro coupé. Ça y est, je crois que c'est bon, on m'entend. Oui. Petit souci de micro, désolé. Oui, j'ai envie de commencer, Patrice Huer, peut-être par du vécu que peut-être un certain nombre de mes collègues personnels de direction ont vécu. Il y a pas si longtemps, finalement, j'étais en entretien avec une élève de 3e, avec sa famille, bien sûr, avec le professeur principal qui était là. Et comme souvent en classe de 3e, évidemment, on est amené à mener des entretiens parce qu'on a des élèves qui sont effectivement souvent en difficulté scolaire et qui ne savent pas non plus très bien où ils ont envie d'aller et on a du mal à faire avancer avec eux la réflexion, à les aider à se projeter. Et même si, j'allais dire, je ne suis pas novice en la matière et que bon, j'ai quand même eu la satisfaction de certains entretiens réussis, cette fois-là, l'entretien a fait flop, si je puis dire. C'est-à-dire que bon, cet entretien, il était préparé, on avait des éléments, c'est une élève qu'on connaissait bien.
Bon, on avait des arguments à faire valoir, des éléments d'observation de sa scolarité. Et pour autant, je ne peux que constater que cet entretien, il a été pour le moins stérile, voire contre-productif. Et finalement, on est sorti de l'entretien avec plus de tension qu'en y entrant. Et donc, la question que je me pose, que je nous pose finalement, c'est voilà, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas su voir, quels enjeux peut-être on n'a pas su lire, et puis finalement, quels sont les leviers sur lesquels on aurait peut-être dû appuyer et qu'on n'a pas su mettre en jeu. Alors, c'est une question très vaste, hein, mais très passionnante, qui nous confronte au décalage qu'il peut y avoir entre nos idéaux, nos objectifs et la réalité apparente de ce que l'élève en perçoit. Je peux juste dire qu'à cet âge-là, bien souvent, l'impression que nous avons à l'issue d'une rencontre avec l'adolescent, en particulier quand elle est négative, ce n'est pas toujours le cas dans la durée. Je m'explique. Il y a des adolescents que j'ai pu voir, dont j'étais extrêmement content de la tournure qu'avait prise la rencontre, l'entretien, et j'apprenais quelque temps après que ça n'avait rien donné de très précis, de très utile. Et inversement, d'autres qui étaient éventuellement même partis en claquant la porte, dont j'apprenais quelques années plus tard qu'ils se souvenaient de cette rencontre et s'étaient servis d'elle comme point d'appui et avaient parfaitement rebondi. Donc l'appréciation du résultat à la sortie d'un entretien est une appréciation qui doit être très relativisée. Ça, c'est la première chose. Ce qui va compter avant tout, au-delà des formes qui nous feront penser que ça a marché ou pas, ça va être la rencontre qu'il y a ou pas avec un adulte suffisamment sincère dans son positionnement, qui a pu dire ce qu'il pensait, lui, sans que ça n'engage d'autres que lui, de la situation, qui a donné son point de vue, son avis, en tant qu'adulte, en tant que professionnel de surcroît. Et c'est ce point de vue, cet adulte, ce positionnement, sur lequel l'adolescent va parfois s'appuyer, y compris en s'y opposant. Et c'est aussi quelque chose de déroutant quand on ne connaît pas les adolescents, ce qui n'est pas du tout votre cas, bien sûr, c'est que c'est parfois en s'opposant qu'ils vont pouvoir construire un parcours ou des choix qu'ils ne peuvent pas construire dans l'adhésion au point de vue de l'autre. Vous voyez, donc c'est un mécanisme que l'on connaît. Donc, vous me dites que ce serait ci ou ça qui serait le mieux pour moi, eh bien, je vais faire l'inverse. Mais cet inverse pouvant produire lui-même des effets très positifs par la suite. Oui, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Finalement, vous nous parlez d'opposition positive, en quelque sorte. Je comprends bien. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment, vous, de votre place, qu'on accueille toujours comme il faut les élèves et leurs familles? Est-ce qu'on crée toujours les conditions propices à ce que ce dialogue et cette construction se passe bien? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est un apprentissage permanent et une remise en question permanente, comme vous avez le courage de le faire en public, de surcroît. Non, c'est vraiment quelque chose de permanent. Mais là encore, il y a des malentendus sur ce que l'on imagine que l'adolescent peut attendre. Je crois que le plus simple, pour moi, comme conseil, c'est souvenons-nous des quelques rencontres que nous avons eues. Elles ne sont pas si nombreuses dans notre vie d'élève, même si on est bien avancé en âge, notre vie d'élève, avec des enseignants dont la parole est restée gravée dans notre mémoire, même s'ils ne s'en sont pas aperçus du tout sur le moment. Quelles étaient les conditions qui ont permis cela? Est-ce une affaire de personnalité, de rencontre avec quelqu'un qui nous fascinait, qui au contraire nous horripilait, etc., mais dont les paroles du coup avaient un impact plus important qu'avec les enseignants qui étaient plutôt dans la zone tiède et qui n'imprimaient pas, comme disent les adolescents, vraiment sur nous. Vous voyez. Donc je pense qu'en faisant appel à ces souvenirs personnels de quelles ont été les rencontres avec qui en milieu scolaire, qui nous ont marqués, si on en ressort chacun 3, 4 dans son existence d'élève, c'est déjà pas mal.
Et là, on aura les recettes quelques-unes des recettes qui ont pu marcher. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous hein, sur l'idée qu'effectivement, il y a une importance de l'implication personnelle et finalement des ressources personnelles qu'on peut être amené à mobiliser en tant que professionnel. En revanche, je me questionne beaucoup finalement sur ce qu'on peut mobiliser aussi en tant qu'équipe, en tant qu'établissement scolaire, en tant qu'école, en tant que circonscription, en matière d'accueil, parce que finalement, l'entretien, c'est un temps précis, mais qui se construit en amont, Oui. évidemment, dans la relation avec l'élève et ses parents. Qu'est-ce qui, pour vous, est important à construire, justement? Vous avez raison, le temps d'accueil, le premier temps est tout à fait essentiel. Hein. C'est un psychanalyste célèbre, Winnicott, qui disait que tout se jouait dans le premier entretien, la première rencontre. La première rencontre, alors pour l'élève et sa famille, ça va être la première rencontre avec l'établissement scolaire. Qui va-t-il rencontrer et ensuite la première rencontre pour l'élève avec ses différents enseignants. Dès le début de l'année, bien des choses sont jouées déjà. C'est-à-dire l'attention que l'on peut porter à l'accueil va être extrêmement déterminante. Vous voyez, par exemple, vous allez dans je parle de mon domaine, vous allez dans un établissement hospitalier très vaste. Vous errez dans le hall d'accueil, personne ne vient vous voir. On attend que vous vous mobilisiez pour aller vers tel ou tel guichet, mais on ne va pas du tout solliciter votre attention. Versus un établissement dans lequel vous rentrez et il y a quelqu'un, ça ne coûte pas cher, qui vous dit bonjour, qui vous demande ce qu'il peut faire pour vous. Ça prend quelques secondes, ça change totalement l'ambiance et l'état d'esprit dans lequel vous allez ensuite avoir affaire aux personnes que vous souhaitez rencontrer. Je crois que dans un établissement scolaire, c'est la même chose. La première rencontre, la première personne que l'on croise à l'entrée ou à l'arrivée, si on arrive dans un nouvel établissement, cette première rencontre est très déterminante. Et personnellement, je trouve essentiel dans mon domaine, je ne sais pas si vous pouvez l'appliquer au vôtre, de former les personnels de première ligne, quels qu'ils soient, à l'importance de la qualité de l'accueil. Alors, c'est vrai que justement, un précédent webinaire de ManageEduc portait sur comment piloter par la convivialité. Et je crois que c'est tout à fait dans le thème. Il y a beaucoup de choses à faire hein, dans un établissement scolaire, qu'il soit du premier ou du second degré, pour construire cet accueil. Hein. On peut penser effectivement à l'accueil quotidien, tout simplement. Oui, oui. Quel message, hein, voilà, quel message, quelle attitude on a dès l'entrée de l'élève. Voilà. Oui. Est-ce qu'on est positif? Est-ce qu'on dit bonjour? Est-ce qu'on arrive à personnaliser cet accueil? Alors, parfois, on a beaucoup d'élèves, mais pour autant, il y a ce questionnement de la personnalisation de l'accueil qui doit se poser. Et puis, il y a aussi sans doute tout ce qu'on construit en termes de ressources et d'outils pour communiquer, que ce soit avec les élèves ou les familles. Est-ce qu'on facilite effectivement l'arrivée de nos élèves, quel que soit leur niveau et leur classe d'entrée dans l'établissement? Quel discours on tient? Est-ce qu'effectivement on crée des petits livrets où on est accueillant, explicatif, Mais où vous on voyez, donne des outils? pardon de vous interrompre, mais ce que vous dites m'évoque deux situations extrêmes. La première, c'est un enseignant qui, quand j'étais au collège, en début de classe, d'abord disait bonjour aux élèves quand ils rentraient dans la classe, qui étaient à l'entrée, et leur disait bonjour en les nommant. C'est-à-dire qu'ils avaient un sentiment d'exister en tant qu'individu dans un groupe, certes, mais tout de même, et qui prenait une minute pour souligner, par exemple, l'absence de tel ou tel, en disant « Est-ce que vous avez des nouvelles de tel ou tel qui n'est pas là ce matin ?» etc. Bon. Et puis, à l'autre extrême, un professeur d'histoire-géographie qui arrivait avec son cartable qu'il avait déjà depuis qu'il était enfant, vraisemblablement, toujours exactement
la même manière de se vêtir. Il rentrait dans la classe, pas un mot, posait son cartable, son imperméable, toujours le même, été comme hiver, et débitait son cours et repartait de la même manière, sans un mot adressé aux élèves. J'ai appris 15 ans plus tard, en le voyant sur une colonne Maurice, que cet enseignant d'histoire-géographie, c'était en fait Julien Gracq, qui se faisait appeler, qui était appelé Monsieur Poirier, son nom. Monsieur Poirier était quelqu'un qui n'incitait absolument pas à s'intéresser au contenu de son enseignement, ce qui est bien malheureux. Voilà, donc c'est pour dire que c'est beaucoup une affaire de personnes attentives, plus ou moins, on ne l'est pas tout le temps, aux autres, qui va marquer l'attention de l'élève. Et je dirais que les familles de la même manière. Et je rajouterais que les familles, c'est un élément pour moi déterminant. Je me souviens d'interventions dans l'établissement qui étaient en grande difficulté et où on s'était aperçu que finalement les familles n'étaient pas vraiment considérées, où on leur faisait la réunion d'information classique de début d'année, puis après on les appelait juste s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Eh bien, l'inhibition devant le travail scolaire de leurs enfants était proportionnelle directement à la faible attention qui était portée à leurs parents. Dès lors qu'il y a eu beaucoup plus d'implication des parents recherchés par la communauté éducative, etc., eh bien, on a vu remonter l'investissement de leurs enfants en tant qu'élèves. Patrice Huer, je vois dans le chat effectivement qu'une personne nous dit que c'est important que les personnes se présentent, c'est-à-dire qu'on humanise finalement les rapports. Vous parliez de cette réunion souvent cette réunion de rentrée où effectivement ça peut ressembler parfois à une sorte de grand-messe et où on oublie peut-être parfois de nommer les gens, de les présenter pour de vrai. Qu'il y ait un rapport direct et rien que ça, sans doute, c'est un élément fondamental. Cette année a été pour tout le monde et encore une fois plus compliquée que les autres puisqu'il a fallu faire beaucoup de choses à distance sans pouvoir justement accueillir physiquement les gens. Comment est-ce qu'on a trouvé les uns et les autres des solutions pour quand même traduire cette volonté d'accueil, cette volonté d'humanisation à travers un écran? C'est vrai que ça n'est pas simple. Si je donne un exemple de ce que j'ai vu faire, un certain nombre se sont dit bon ben voilà, on va présenter notre établissement. Comment on fait pour que quand même il y ait ce lien, bon ben sans doute avec des photos individuelles de chaque personnel, pour que quand on parle de quelque chose, quand on parle de quelqu'un, ben, il a un visage, cette personne, il a un nom, et on le voit en photo, et ça donne quand même un petit peu, je pense, de lien, et ça, je pense que c'est fondamental dans cette notion d'accueil. Oui, et fondamental dans la qualité de l'investissement dans les apprentissages, puisque on ne va pas apprendre pour personne, on apprend en ayant quelqu'un ou quelques-uns en référence, en tête. Et ces éléments que vous rappelez sont des éléments tout à fait déterminants pour pouvoir investir aussi l'apprentissage. Et on sait bien, là encore, en faisant appel à nos souvenirs d'anciens élèves, chacun d'entre nous, que l'investissement que l'on a pu avoir d'une année à l'autre pour telle ou telle discipline était quand même très lié, si on veut bien être un peu lucide, très lié à la qualité de la relation que nous avions avec l'enseignant, en tout cas de l'investissement que nous avions à son égard. Et que c'est finalement la figure humaine de l'enseignant derrière son enseignement, même si, évidemment, ça répond à un certain nombre de manières de faire. Eh bien, c'est cette qualité de relation qui va être le déterminant, qui va nous donner envie d'apprendre. Plus on est jeune dans la scolarité, plus ce sera pour faire plaisir à l'autre, et après ça devient autonome, mais c'est quand même l'investissement de l'enseignant qui va déterminer l'intérêt que l'on porte à la matière qu'il enseigne. Vous parliez tout à l'heure, Patrice Huer, de l'importance finalement de valoriser les parents aux yeux de leurs enfants. Comment on fait ça? Je pense Comment on peut faire ça? Vous avez plusieurs leviers qui fonctionnent souvent, la plupart du temps. Ça va être déjà si on parle au niveau groupal, la manière dont on s'adresse à un groupe de parents. Est-ce que
ça va être juste des points de règlement qui sont importants à rappeler par ailleurs, hein, mais ça peut être sur des documents papier ou informatisés, c'est pas euh, des éléments factuels, de règlement, de fonctionnement, très bien, mais aussi euh, qu'est-ce que les parents vont retenir de la qualité humaine que leur enfant va trouver dans cet établissement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se représenter de l'attention qui sera portée à leurs enfants par cette communauté éducative qui est devant eux. Et je crois que ces messages-là, vous voyez, ce n'est pas uniquement les messages concernant le règlement. Là, ça va être c'est très subjectif hein, en même temps, c'est très difficile à protocoliser, si vous voulez, puisque on ne peut pas faire semblant d'être intéressé par quelque chose si on ne l'est pas, ça ne passera pas. Et donc, c'est ça qui va vraiment être déterminant. Et c'est ça qu'on saisit. Tiens, ils ont l'air, ces enseignants-là, cette équipe éducative, ils ont l'air d'être vraiment intéressés par nos enfants. Ils ont l'air de s'en soucier. Et pas seulement de vouloir les remettre au pas ou quand ils contrarient un peu les règlements, mais aussi d'avoir envie de les nourrir, de les faire grandir, etc. On sent qu'il y a chez eux quelque chose de cet ordre. Et on a été considérés comme ayant un rôle important, ils nous l'ont rappelé. Sans nous, les parents, ils ne pourront pas faire grand-chose. Et ça, c'est quand même très, très réconfortant, plutôt que confiez-nous vos enfants, on s'en occupe, et puis si ça ne marche pas, on vous les rend. Donc là, on parle bien sûr du lien de confiance hein, qui est important de construire avec les parents, et ça n'est pas un vain mot, hein, c'est-à-dire ça repose bien évidemment sur effectivement, comme vous le disiez, un investissement tangible, visible et réciproque, si Oui. possible. Mais bien entendu, la question de l'élève et de l'enfant acteur hein, de son propre parcours est au centre du sujet. Je crois que nous, personnels d'enseignement et d'éducation, on a un rôle fondamental à jouer, bien sûr, dans la construction de cette autonomie, à la fois, me semble-t-il, en prenant conscience et en prenant le temps de construire des parcours d'élaboration des compétences psychosociales des enfants. C'est vrai qu'on peut rappeler que globalement, la France se classe très très mal hein, au niveau de l'OCDE hein, sur la confiance en soi des élèves, sur la construction justement de ces compétences psychosociales, et que c'était encore noté dans le dernier rapport sur enseigner au XXIe siècle, supervisé par Yann Algan, où effectivement il est fait état de ce manque de confiance en eux de nos élèves français. Or, il y a un lien évident hein, qui a été fait par la recherche entre la réussite scolaire des élèves et leur capacité à être autonomes et avoir confiance en eux. Et puis, bien entendu, cela suppose qu'on est aussi capable, petit à petit, de mieux former nos enseignants à cette vigilance et à cette construction, j'allais dire, proactive de ces compétences psychosociales chez les élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrice Huer? Est-ce qu'on est assez attentif aujourd'hui à ces éléments de construction de la personne, de l'élève? Est-ce qu'on est trop centré sur la transmission des savoirs? Alors, je vois juste une question, puis je vais revenir à la vôtre. Une question sur les personnels de la communauté scolaire. Hein, tous, effectivement, moi j'ai toujours prôné l'immense intérêt de prendre en compte ce que tous les personnels, y compris ceux qui ont un rôle beaucoup plus discret apparemment, que ce rôle-là est tout à fait déterminant. Je pense aux confidences que certains élèves, et en particulier ceux qui sont les plus en difficulté, vont éventuellement partager ou délivrer à quelqu'un qui s'occupe de faire le ménage ou à quelqu'un qui est à l'accueil, etc. Et je crois que je vois ça de la même manière en hospitalisation. C'est bien souvent la personne qui vient nettoyer les chambres et qui va s'apercevoir sous le matelas qu'il y a un certain nombre de lames de rasoir ou autres, qui va pouvoir commencer à discuter avec le jeune et transmettre ça à l'équipe soignante qui, elle, dans ces entretiens, ne pouvaient pas percevoir ça parce qu'ils n'allaient pas soulever les matelas, évidemment. Donc,
grande attention à ces personnels-là. Alors, par rapport à votre question de l'autonomie, c'est un mot qu'on aime beaucoup et dont il faut, à mon avis, beaucoup se méfier. On aimerait bien qu'ils soient autonomes. On les incite à être autonomes. Alors, on leur dit qu'il faut qu'ils soient autonomes. Alors, soient autonomes quand on ne l'est pas, ce qui est le propre des enfants et des adolescents, c'est évidemment un message contradictoire très difficile à suivre, puisque on me demande d'être autonome alors que j'aimerais bien l'être, bien sûr, mais je ne peux pas. Je n'ai pas encore les compétences, je n'ai pas encore l'âge, je n'ai pas encore tout ça. Donc, cette question de l'autonomie, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à... C'est un malentendu possible. Qu'est-ce qui va permettre qu'il y ait une autonomie? C'est quand même l'accompagnement par les adultes. Le petit enfant, il va certes devenir autonome quand il va faire ses premiers pas, mais il va quand même être largement accompagné par la main de l'adulte qui le tient en équilibre pendant quelques temps. Eh bien, ça va être la même chose au moment de l'adolescence, où il va falloir qu'il y ait des adultes qui accompagnent la prise d'autonomie progressive avec toutes les tentatives plus ou moins maladroites qui vont aller avec. Pour prendre son autonomie, il faut expérimenter. Et donc, quand on expérimente, il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Comment va-t-on pouvoir reprendre tout ça? Donc ça, je crois que c'est le premier point. Et donc, quel point d'appui on va leur donner? Comment on va, un peu comme l'adulte, si on prend cette image un peu simpliste, l'adulte qui accompagne les premiers pas de l'enfant, comment on va être en même temps à côté, voire tenir la main à certains moments, et en même temps générer une confiance progressive dans les capacités à se débrouiller seul. On va le voir sur un autre terrain, moins facile à discerner, qui va être celui des compétences en termes de réflexion, en termes d'apprentissage, en termes de mémorisation, etc., qui vont progressivement pouvoir s'installer à partir de cet accompagnement adulte. Donc le soi autonome, ça veut dire tu dois te débrouiller sans moi. Si c'était ça qu'on entendait, c'est une illusion et ça mène évidemment l'adolescent au désespoir de ne pouvoir répondre à cette injonction. C'est pour ça que je crois qu'il est très important aussi que et notre système français, je pense que, alors dans votre académie c'est sûrement différent, mais dans la plupart des autres, on va souligner abondamment ce qui ne va pas et très rarement ce qui va. Et je crois que là on a une responsabilité très importante de marquer, souligner, repérer, nommer des compétences, même si elles sont un peu à côté de ce qui est attendu ce jour-là. Je prends souvent cet exemple un peu ridicule de l'élève qui joue avec son crayon en permanence au fond de la classe, qu'il fait tomber de temps en temps, et auquel on dit, et c'est bien compréhensible, bon, vous pourriez arrêter s'il vous plaît de jouer avec votre stylo, vous feriez mieux de m'écouter. Je pense que ça aura plus d'impact si il pourra arrêter davantage ces gestes-là, qui sont peut-être des gestes d'anxiété, des gestes ou simplement pour faire valoir des compétences à ses camarades voisins, si on les repère. Vous dites donc, vous êtes drôlement doué et agile avec votre stylo, ou venez aller sur l'estrade s'il vous plaît, montrez-nous comment vous faites. Ah, bravo, ça c'est formidable. Bon, maintenant on va passer à autre chose, donc vous pouvez retourner vous asseoir, mais on aura reconnu cette compétence. Alors effectivement, la question de comment on arrive à faire passer un message positif sur l'élève lui-même, hein, comment on le valorise et sans doute au cœur de la question. Comme vous le disiez, Patrice Suer, ça renvoie à des éléments divers. Il y a sans doute effectivement la question de notre capacité à individualiser, à personnaliser les apprentissages. Ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Alors, vous avez sans doute des conseils à nous donner sur ce sujet par rapport à votre point de vue de médecin. Nous en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, il est évident que la question, je pense, de l'enseignement par compétences et de l'évaluation par compétences est sans doute un champ fondamental sur la question, puisque bien évidemment, cela permet, contrairement aux notes, hein, qui sont quand même beaucoup plus floues, de mettre en évidence ce que sait faire un enfant et ce qu'il ne sait pas faire, et là où il a encore des marges de progression, et ça permet sans doute de fixer plus facilement
les marges de progression, parce que finalement, cette fameuse question de l'autonomie dont vous parlez, qui est effectivement à double tranchant, elle sous-tend une autre question qui est comment est-ce qu'on génère la marge de progression? Parce que si on veut Oui, rendre un élève autonome et si on veut l'accompagner, comment on fixe cette marge? Quels oui, sont les outils dont on peut disposer? oui, Ça c'est, je pense, assez important. oui, oui, Euh, oui, 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 oui. Je pense que il y a beaucoup, chaque fois que vous intervenez, ça suscite beaucoup, beaucoup de pistes, ça ouvre beaucoup de pistes de réflexion et de, euh, là, là, je viens d'en noter trois ou quatre au moins à partir de ce que vous venez de dire. Évidemment, on va essayer de souligner ce qui est positif, c'est bien, même si c'est un peu hors champ scolaire, euh, des compétences sociales, des participations à des activités associatives, une adresse physique, que sais-je encore, hein, même si ce n'est pas l'objet même du moment. Voilà. Mais aussi, il ne faudrait pas non plus être dans une espèce de perspective un petit peu angélique où parce qu'on soulignerait tout ce qui va bien, on n'aurait plus besoin de souligner ce qui ne va pas. Non, on a aussi besoin de les aider à repérer ce qui ne va pas, mais pas forcément dans le sens d'un jugement terrible et terrifiant, mais comme des points d'amélioration. Hein, et que ce serait bien de ne pas oublier cet aspect-là. Sur l'individualisation, je pense que l'individualisation ne doit pas, et en particulier en milieu scolaire, nous faire oublier, mais nous aussi dans les soins aux adolescents quand ils sont hospitalisés, la dynamique de groupe si importante pour eux. On se construit aussi par rapport aux autres de son groupe d'âge, et l'attention que l'on porte à la notion du groupe est une attention qui doit être très grande. Or, vous, comme nous, dans nos formations initiales, on est formé avant tout à transmettre un certain nombre de choses pour ce qui vous concerne, à soigner l'individu pour ce qui nous concerne, beaucoup plus qu'à la prise en compte de la dimension groupale. Et c'est souvent une surprise que d'avoir affaire pour des soignants, mais j'ai vu ça aussi pour des enseignants, à un groupe. Comment on fait avec un groupe? Comment ça fonctionne un groupe avec ses leaders, les autres qui suivent, etc. Comment faire pour que la dynamique groupale soit au service de l'apprentissage pour ce qui vous concerne et des soins pour ce qui vous concerne de la plupart des participants de ce groupe. Et ça, c'est une question qui est très difficile et très importante. Donc, on va aussi s'appuyer sur le groupe. Et on a l'avantage dans l'époque contemporaine que cette notion de groupe d'âge, de groupe d'appartenance, est favorisée et amplifiée par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont évidemment des atouts potentiels autant que des entraves. Donc, comment va-t-on aussi utiliser ces dynamiques groupales, et je pense en particulier en période d'enseignement à distance, comment la question du groupe va-t-elle pouvoir être maintenue activement pour que tout ne se resserre pas sur l'élève individu. Certes, amené et appelé à suivre le programme et à rendre compte de ce qu'il apprend, mais comment ne pas perdre de vue cette dimension groupale si importante comme point d'appui pour cet âge. Et puis, il y a la question des notes, de la qualification des performances ou des résultats. Et bien souvent, pour l'élève, ça va être une représentation de ce qu'il est et non pas simplement de ce qu'il a comme résultat. Et là, je crois qu'il faut qu'on se méfie beaucoup de cette tendance à s'attribuer une identité à partir de ce que l'on a produit. On peut avoir de très mauvaises notes et être quelqu'un de très intéressant. Et ça, cette différenciation n'est pas toujours évidente et on peut avoir tendance à oublier de les différencier et de s'occuper de l'avoir, du verbe avoir une attitude inadéquate, avoir une mauvaise note, ne pas avoir suffisamment travaillé, etc. En oubliant un peu l'être qui est derrière et qui est en train de se construire, et pour pas qu'il se construise uniquement sur la base de ce qu'il a comme retour sur l'image, retour sur comportement, retour sur production scolaire, vous voyez. Euh, voilà, c'est pour moi quelque chose de très important. Alors, ça ne se fait pas à longueur de journée, mais quand il y a une occasion de pouvoir dire à quelqu'un qui a de mauvais résultats, vous avez là vraiment un devoir qui n'est pas du tout ce qui est attendu, donc vous avez une très mauvaise note. Mais
je vous considère toujours comme capable de faire mieux. Vous êtes quelqu'un qui ne se réduit pas à ça. Et je crois que cette différenciation, qui peut paraître évidente quand on est adulte, ne l'est pas forcément du tout à cet âge-là. Oui, je crois qu'on est dans un système français où la dictature des notes reste encore très, très pesante, chez les élèves, chez les enseignants parfois aussi, mais chez les parents aussi, Bien sûr. qui finalement, quand on a, et vous devez y être confronté aussi, Patrice Huer, en entretien des élèves, cette Oui. pression Oui. des notes, qu'ils se mettent seuls ou qui est mise par la famille. Enfin, il y a de fortes attentes avec des schémas prédéfinis dont on a bien du mal à faire sortir les parents et les élèves. C'est encore, je crois, un vrai sujet dans les entretiens qu'on fait aujourd'hui. Et c'est peut-être là où, néanmoins, l'apport d'une évaluation par compétences qui euh, peut-être dédramatise et montre justement ce qu'un enfant sait faire et là où il a ses marges de progression, ça dépassionne peut-être un peu le débat, puis ça le rend plus précis aussi. C'est-à-dire que du coup, on sait de quoi on parle. Je pense que c'est sans doute de nature à apaiser un certain nombre d'inquiétudes, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, Patrice Huer aussi, dans tout ça. Oui. Oui, je crois que c'est ça le moteur principal de cet accrochage aux notes et aux apparences comportementales, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude que de nombreux parents peuvent avoir concernant l'avenir de leur enfant. Et à travers l'avenir de leur enfant, ils parlent évidemment de leurs propres inquiétudes aussi concernant leur avenir, qu'il soit professionnel, personnel, etc. Donc, c'est ce niveau-là qui est impliqué, évidemment. Et donc, que peut-on faire pour que ces inquiétudes soient moins vives, pour qu'ils acceptent, puisque sinon les oreilles vont se fermer, ils acceptent d'entendre autre chose que le résultat scolaire formel à travers les notes. Mais pour pouvoir accepter d'entendre parler d'autre chose et pas se dire, mais ceux-là, ils n'ont rien compris, mon enfant, il court à l'échec avec les notes qu'il a. Ils ont beau me dire, mais oui, il a des compétences, mais si, il a des qualités, tout ça, c'est du blabla, c'est vraiment juste pour nous rassurer, mais c'est pas vrai. Ce qui va compter, c'est pas ça. S'il n'a pas son examen, s'il n'a pas son bac, s'il n'a pas ci, s'il n'a pas ça, son avenir est fichu. Donc là, on a, je pense aussi, un rôle. Et l'époque actuelle, normalement, pourrait y conduire davantage que dans les époques précédentes, où l'on sait bien qu'un bon nombre de destinées, je le vois moi chez les enfants ou adolescents dont je peux m'occuper, et quand je les revois des années plus tard devenus adultes, on voit bien que ce qui va déterminer avant tout les possibilités d'une vie, allez, on va dire, satisfaisante sur le plan professionnel, personnel, etc., ce sont des qualités qui sont des qualités telles que la capacité de jeu, la possibilité de rebondir, la capacité de faire face à l'imprévu, la capacité d'être plutôt satisfait des surprises que de la répétition, du prévisible, etc. Eh bien, ces qualités-là, qu'en fait-on? Comment les développe-t-on en milieu scolaire et extrascolaire, mais aussi en milieu scolaire, pour que on puisse dire à des parents, écoutez, votre enfant, pour l'instant, les résultats ne sont pas terribles, il a telle et telle compétence, j'en ai connu qui, etc. Et peut-être faites-lui rencontrer, et ça c'est un des remèdes que l'on peut faire, vous parliez d'orientation tout à l'heure, que ce soit en fin de troisième, en fin de collège, ou que ce soit plus tard dans le secondaire, de rencontrer des figures adultes auxquelles il pourra, dans le monde extrascolaire, auquel il pourra s'identifier et se dire, tiens, j'aimerais bien faire comme ça, j'aimerais bien faire comme elle, j'aimerais bien faire comme lui. Tiens, ça a l'air intéressant sa vie. C'est pas simplement, ah oui, il a eu des bonnes notes, donc il a pu avoir un diplôme. Oui, pourquoi faire si c'est pour s'ennuyer toute sa vie? Donc, comment pouvoir s'identifier à des figures adultes qui vont montrer le chemin d'une existence dans laquelle, certes, les performances formelles comptent toujours, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la créativité, il y a aussi la capacité d'être en relation avec les autres, il y a toutes sortes de qualités. Est-ce que le dispositif scolaire actuel forme à ça aussi, en plus de sa vocation première, évidemment? Donc on l'entend, il y a la question de la construction de la confiance en soi pour l'élève, avec voilà, ces marges de manœuvre à définir, cette fameuse question de l'autonomie qui est fondamentale et comment on accompagne ce jeune
dans cette construction. On peut peut-être revenir sur ce sujet Oui, à la question des apprentissages, justement, en eux-mêmes, parce que évidemment, c'est fondamental. Il y a tout ce qu'on construit dans une vie scolaire, mais l'apprentissage reste au cœur, en tout cas dans nos métiers, de ce qui se passe pour un élève. Donc, un élève qui prend confiance en lui, c'est forcément un élève aussi qu'on accompagne dans sa construction et dans sa relation à l'apprentissage. oui, oui, Euh, c'est un point très important puisque moi je vois tous les jours beaucoup d'adolescents qui sont à contre-emploi, c'est-à-dire ils, euh, ils travaillent, veulent réussir, il n'y a pas de doute là-dessus, même s'ils ne cherchent pas la performance extrême, hein, mais ils veulent réussir, mais ils utilisent des manières d'apprendre qui ne sont pas celles qui correspondent à leurs compétences personnelles. Puisque, évidemment, quand on se construit et qu'on ne sait pas encore vraiment qui on est, comment on fonctionne, etc., on va s'appuyer sur les modèles des autres, et en particulier, par exemple, sur les bons élèves de la classe qui vont dire, moi je travaille très peu le soir, allez, hein, une demi-heure, et puis ça me suffit. L'autre qui va dire, pour travailler ou apprendre une leçon ou faire un devoir, voilà comment je m'y prends. Et on va dire, ben, je vais coller à cette manière de faire, puisque ça a l'air de lui apporter de bons résultats, donc il n'y a pas de raison que ça ne m'en apporte pas. Et je crois que là, on a un rôle tout à fait déterminant, et les enseignants en particulier, et je pense que ça prend à peu près un quart d'heure sur une vie scolaire entière. Moi, personnellement, ça ne m'était jamais arrivé, qu'on attire simplement l'attention de l'élève, en gros, sur le fait qu'ils ont des stratégies d'apprentissage diversifiées et que chacun a la sienne qui correspond à des compétences singulières, mais qu'il convient d'identifier. Sinon, ça ne marchera pas. Je n'ai découvert qu'en préparant l'internat de médecine que je pouvais travailler beaucoup mieux très tôt le matin, entre 5 heures et 8 heures le matin. Et après, j'avais quasiment la journée libre parce que le rendement était excellent. Alors que si je m'évertuais à travailler comme d'autres me disaient le faire l'après-midi, la soirée et tard dans la soirée, eh bien, j'étais épuisé le lendemain et je n'avais quasiment rien appris et ça ne me servait à rien. Pour d'autres, ce sera l'inverse. Donc, on va avoir à les aider, et ça, c'est la question de l'autonomie, pour devenir autonome, la main qu'on tient pendant quelque temps, à identifier leur manière de s'y prendre sur le plan de la mémoire, visuelle, auditive, préférentielle, sur les horaires qui conviennent le mieux pour eux pour avoir un rendement maximal, les temps de sommeil, c'est la grande oubliée en termes de santé publique, la question du sommeil. Les temps de sommeil dont on a besoin, certains auront besoin de 6 heures de sommeil, les vénards, d'autres 9 heures ou 10, pour ne pas être complètement à contre-emploi. Et ça, rien que de poser cette question, comment vous y prenez-vous? Réfléchissez-y, puis on en reparle la prochaine fois. Ça prend 5 minutes. Et je sais par avance, pour avoir rencontré cela, cette diversité humaine, qu'il n'y en a pas deux qui vont être vraiment équivalents de ce point de vue-là. Eh bien, réfléchissez-y, interrogez-vous, et dites-moi la fois prochaine comment vous mémorisez le mieux. C'est en regardant des fiches, avec la mémoire visuelle, c'est en vous les souvenirs du cours que vous avez écouté, etc. Donc là, je crois qu'on a un rôle tout à fait déterminant pour que cette autonomie puisse être acquise dans l'aide à l'identification des compétences singulières de chacun et de leur manière particulière d'apprendre. Dans le chat, et bien évidemment, ça m'évoque aussi effectivement le fait que, bon, néanmoins, de plus en plus, les sciences cognitives rentrent dans l'école, hein, et apportent aux enseignants de nouveaux leviers, de nouvelles connaissances surtout, effectivement, sur la manière dont les enfants apprennent et par conséquent sur la manière dont ils peuvent mieux enseigner à leurs élèves. Mais vous avez tout à fait raison de souligner que y a une forme de diagnostic de départ individualisé qui est peut-être parfois zappé et qui mérite en réalité toute notre attention. Et qui pourrait être tout à fait, là encore, partagé avec les parents, c'est-à-dire de dire aux parents, essayez de les aider à identifier comment ils s'y prennent. Ah oui, mais je sais bien, moi, voilà comment j'apprenais, voilà, donc c'est pareil. Non, non, c'est pas forcément pareil. Votre enfant n'est pas forcément comme vous, puisque vous l'avez fait à deux, hein, donc il a pu prendre aussi un petit peu la part de l'autre. Donc non, essayez de vraiment
l'aider à identifier comment il s'y prend. Vous allez voir, vous aurez peut-être des surprises et vous pourrez mieux le guider sur le plan éducatif à la maison aussi, plutôt que de lui donner des injonctions, travaille de telle heure à telle heure, fais comme ci, fais comme ça, fais des fiches, etc. Alors que peut-être cet enfant-là, il faudrait qu'il écoute parfaitement, et donc il est bien dormi, bien mangé, etc., pour pouvoir être attentif la journée, et en écoutant bien les cours, eh ben, il n'aurait quasiment plus besoin de travailler à la maison. Alors que l'autre, ce sera exactement l'inverse. Il faudra qu'il prenne bien des notes, même s'il n'écoute rien, quasiment sauf pour prendre des notes, etc. Donc là, les parents peuvent être associés à cette démarche d'identification. Oui, parce que là, on a parlé de confiance en soi pour l'élève, on a parlé de la confiance réciproque entre les parents et les adultes de l'établissement, mais il y a cette question fondamentale de finalement comment on amène les parents aussi à avoir confiance en leur enfant, Oui, surtout quand l'enfant est en difficulté. oui. Sur quoi on peut s'appuyer, Patrice Huer, pour créer, peut-être pour améliorer cette confiance parent-enfant? Alors, ça va être difficile dans le milieu scolaire parce que vous en avez énormément de parents, hein. Moi, dans le cadre de vos consultations individualisées, c'est plus facile parce que bien souvent, on va pouvoir euh, rétablir ou essayer de rétablir des liens entre l'actualité de leur enfant et l'inquiétude qu'elle suscite et leur propre histoire adolescente en tant qu'élève, par exemple. Et bien souvent, on va voir que des élèves et des enfants sont sur les traces oubliées de leurs parents et sont en train de les répéter comme une manière de réactiver des souvenirs qui n'ont pas été transmis parce qu'ils étaient jugés inconvenants par les parents qui disent je ne vais pas leur dire que moi à l'école euh, ça n'allait pas. J'ai vu des parents souvent qui, qui s'inquiétaient énormément du risque de redoublement pour leur enfant et qui évoquaient en permanence en famille un parcours scolaire sans faute et qui dans le secret de la consultation finissaient par dire c'est vrai j'avais oublié, j'ai redoublé 2 fois moi. Mais pourquoi vous n'en parlez pas à votre enfant alors? Ah ben non, je vais lui donner des idées à ce moment-là ou banaliser le fait qu'il risque de connaître le même sort. Non, au contraire, l'enfant, sachant quelle aura été l'histoire scolaire de ses parents, va pouvoir aussi se différencier sans être obligé de la répéter. Euh, voilà. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont évidemment difficiles à prendre en compte en milieu scolaire, hein, j'entends bien. Oui, alors de fait, c'est là où et c'est souligné aussi dans le chat, il y a toute la dimension du travail en équipe, que ce soit avec les équipes médico-sociales et psychologues de l'éducation nationale que nous avons dans nos établissements, qui peuvent effectivement permettre d'ouvrir la discussion, puisque effectivement, aborder l'histoire personnelle d'un parent dans un entretien purement scolaire, c'est sans doute délicat, ça peut arriver d'ailleurs, Oui, ça mais peut c'est sans arriver doute, sans doute, hein. bien sûr, mais c'est sans doute délicat, mais c'est là où effectivement il y a tout l'enjeu du travail en équipe, en interne avec nos partenaires internes, et puis bien sûr avec tous les partenaires extérieurs habituels de l'école, voilà, qu'ils soient médicaux, sociaux, qui peuvent permettre que cette parole se libère et se construise en lien avec du coup ce qui se construit à l'école. Ça, c'est important parce que cette communauté, avec la diversité des métiers, euh, on sait bien que quand on réunit les informations, les données que chacun a pu collecter dans sa pratique, on a comme l'assemblage des pièces d'un puzzle et que bien souvent l'adolescent va délivrer un élément de de sa vie, de ses questions, etc., à tel et un autre à tel autre et qu'il compte d'une certaine manière implicitement sur le fait que ces adultes vont travailler ensemble, parler ensemble, et qu'ils vont l'aider finalement à reconstituer une identité qui est qui est un peu en morceaux. Et donc là, je crois que ce travail de communautaire est très important. Quant aux parents et à l'abord de leur propre histoire, qui évidemment n'est pas si facile que ça dans la pratique en milieu scolaire, je pense que c'est autour des enjeux d'orientation ou de redoublement, ou, etc., que ça va se poser. Alors là, je crois de façon pas trop difficile de demander à des parents, mais s'ils redoublent, est-ce que c'est une catastrophe et pourquoi? Vous en avez dans votre famille qui ont redoublé et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Que sont-ils devenus? Pour essayer d'ouvrir un peu la porte à ce type d'évocation sans les pousser forcément à parler d'eux-mêmes, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui peut s'ouvrir. Et sur l'orientation de la même manière, que craignez-vous si jamais il n'obtenait pas telle ou telle qualification? Comment imaginez-vous son avenir?
etc. Moi, j'ai de multiples exemples en tête de jeunes qui avaient des parcours scolaires extrêmement brillants, qui ont fait les plus grandes écoles polytechniques et autres, et qui sont dans un échec de vie personnelle et professionnelle considérable quelques années plus tard, alors qu'ils ont suivi tout le parcours fléché par leurs parents et par l'institution scolaire, et inversement, d'autres qui étaient dans un ratage apparent tout à fait magistral, et que j'ai revu quelques années plus tard, ayant du coup pu faire des choix au gré d'ailleurs d'un certain nombre d'opportunités hasardeuses qui les ont amenés à avoir des destinées tout à fait... Bon. Et ça, on voit ça quand même de plus en plus souvent aujourd'hui, et des figures même médiatisées, hein, que ce soit dans le domaine de l'informatique, Xavier Neil ou autres, des gens qui n'ont pas du tout suivi des parcours scolaires classiques et qui ont pu utiliser des compétences autrement. Donc ça, rouvrir l'idée selon laquelle tout ne va pas se réduire au bulletin scolaire et au diplôme obtenu, même si, évidemment, on ne va pas dire le contraire, ça compte, et bien ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très important si on a pu souligner justement des compétences particulières. Cet élève qui va passer son temps à écrire des poèmes ou à dessiner au fond de la classe au lieu d'écouter les enseignants, je ne veux pas dire que ce sera Rimbaud, hein, il n'y en a pas tous les siècles, mais peut-être est-il en train de construire une vie qui n'aura pas grand-chose à voir avec celle que ses parents avaient imaginée pour lui. Hein. Donc, comment peut-on rouvrir le champ des possibles alors que toutes les angoisses contemporaines contribuent à resserrer sur le factuel les notes et les résultats apparents, vous voyez, et à décoller du coup de la personne, de l'individu, de ses talents, de ses compétences, même s'il ne les connaît pas encore. Oui, on voit bien à quel point il faut un faisceau d'éléments et surtout un vrai travail d'équipe avec des regards croisés pour arriver à faire en sorte que l'élève prenne conscience de ses propres qualités Oui. et non pas celles qu'on veut lui donner, qu'il s'imagine avoir ou que ses parents transposent sur lui. Oui. Et aussi, tout ça pour faire émerger aussi chez le parent la capacité de voir son enfant tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Tel qu'il est, c'est pas facile parce qu'à cet âge-là, il ne sait lui-même pas qui il est. Hein, et les parents vont plaquer du coup sur lui, qui est en identité et en construction, vont plaquer sur lui évidemment des idéaux, ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes réussi à faire, ce que leurs parents leur avaient demandé de faire, ce que ci, ce que ça. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est dans la découverte de potentialités, de qualités qui vont apparaître au fil du temps. Et ça, on ne peut pas l'accélérer. Donc c'est plutôt la question, quel espace peut-on laisser pour que ces potentialités puissent quand même se développer et ne soient pas complètement recouvertes par toute une série d'injonctions, d'attention à ci ou à ça qui les empêcheront de se révéler, y compris aux yeux de l'intéressé. Ça va être plutôt ça. Comment rouvrir un peu l'espace des possibilités à chaque fois que ça se resserre un peu trop, que ça se referme un peu trop. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas ignorer, on ne va pas être aveugle aux difficultés. Mais comment va-t-on pouvoir quand même à chaque fois rouvrir un peu sur ce qui potentiellement va pouvoir peut-être être un talent quelconque au sens très très large du terme. Tout à l'heure, Patrice Huard, vous avez parlé de l'importance de la dimension groupale oui. Et donc de la coopération oui. Entre élèves parce qu'il fallait certes être concentré sur l'individu lui-même, savoir personnaliser, mais il ne fallait donc pas en oublier en parallèle l'importance de cette dimension groupale et de son rôle dans la construction justement de chacun et en quoi justement elle pouvait faciliter la construction de chacun. Alors moi ça m'évoque évidemment la question de déjà, est-ce qu'on est capable vraiment dans les établissements, dans les écoles aujourd'hui, d'être vraiment efficace et proactif dans la création de ces qualités qu'il faut pour coopérer. Ça ne s'invente pas, ça ne va pas forcément de soi. Donc, est-ce que
en équipe, on a vraiment une réflexion et qu'on met en œuvre des modalités d'apprentissage de cette coopération, du plus jeune âge jusqu'à évidemment dans les études supérieures. Combien de fois j'ai eu l'impression de voir du travail en groupe fait dans les classes sans aucun préalable, sans avoir finalement travaillé en amont les attendus et ce que ça supposait pour que ça se passe bien. Voilà. Mais la question aussi que je me pose, c'est est-ce que cette dimension groupale, surtout à l'heure des réseaux sociaux, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse aussi aujourd'hui? Où sont les limites? Elle comporte autant de vertus et d'avantages que de dangers, oui. Mais c'est comme tout, hein. Simplement c'est un usage qui est relativement récent, hein, dans notre histoire partagée. Mais c'est exactement comme tout. Un marteau, c'est extrêmement dangereux si vous tapez sur quelqu'un. Et c'est extrêmement utile si vous devez enfoncer un clou. Tout sera comme ça, hein. Donc, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. La question qui se pose, comme le marteau, c'est va-t-on vous apprendre à l'utiliser correctement pour ce à quoi il peut servir utilement, ou va-t-on vous en laisser l'usage sans aucun apprentissage et vous vous en servez pour tout à fait autre chose que ce à quoi il est destiné. Mais ça va être la même chose. Mais moi, je pense que là, on en revient, et là, je mesure comment on peut tous avoir une sorte d'amnésie par rapport à ce qui a déjà été construit comme idée antérieurement. Je pense que les stratégies d'apprentissage, apprendre à apprendre, etc., tout le monde sait ou connaît encore, j'espère, les travaux de Lagarandrie, par exemple, hein, qui restent tout à fait éclairants pour ça. Et c'est pas quelqu'un qui aurait 18 ans aujourd'hui, hein. Donc, et puis pour le travail en groupe, je relisais l'autre jour un texte, un article de Piaget, Jean Piaget, qui quand même, c'est pas un homme d'aujourd'hui, hein. Eh bien, il a tout un chapitre sur le coworking, comment apprendre aux élèves à travailler ensemble. Vous voyez, donc ça fait un siècle presque. Donc on a là vraiment on a perdu, on a oublié peut-être que ces réflexions ne sont pas simplement l'apanage de notre époque ou utiles à notre époque avec ce qu'elle a de particulier, mais que de tout temps, cette question s'est posée de comment apprendre ensemble quand on est élève, et quel rôle les adultes peuvent-ils avoir pour induire cela, et que du coup, que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit le travail en groupe, deviennent avantageux et non pas un truc dont on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et là, je crois qu'on a vraiment... on peut s'appuyer aussi sur leurs compétences contemporaines, hein, ces jeunes collégiens et lycéens, en matière d'usage de ces outils auxquels les adultes sont pas toujours aussi, avec lesquels ils ne sont pas toujours aussi adroits, pour qu'ils développent eux-mêmes et nous donnent des idées de partage de compétences, de connaissances, ce qu'ils font très volontiers. C'est-à-dire qu'on va vraiment, moi je vois ça, j'utilise aussi par exemple des jeux vidéo en groupe, dans les soins et autres. En plusieurs, c'est très dangereux, les jeux vidéo, ils vont s'enfermer là-dedans, c'est pas ça le but du soin. Ben oui, sauf que on va aller voir développer des compétences du moment que l'adulte reste toujours un accompagnateur, pas édagogus, un accompagnateur de ce qui est en train de se mettre en place. On va voir là des vertus tout à fait indéniables et un plaisir à partager, à apprendre, les uns apportant quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter, et construisant ensemble les connaissances, finalement, à partir des recherches qu'ils feront, y compris sur Internet. Et on va avoir un rôle nouveau qui va être non pas de leur dire comment il faut apprendre, mais comment il faut s'y prendre pour pouvoir apprendre de manière utile pour eux, c'est-à-dire développer le sens critique, si on veut dire les choses simplement, pour ne pas tomber dans tous les panneaux et ne pas penser que parce que c'est sur l'écran, c'est la vérité. Et là, on a un développement du sens critique qui concernera aussi bien les enseignants d'histoire-géographie que de lettres, que de mathématiques, etc. Hein. Et ça va être un des éléments déterminants pour l'avenir, c'est-à-dire leur donner, là encore une fois, la capacité, la possibilité d'utiliser les outils contemporains à leur profit et non pas à leur détriment.
Donc, si je vous entends bien, finalement, Patrice Huer, vous nous incitez plutôt à investir les réseaux sociaux, les outils de communication actuels davantage À pour y faire peut- condition que ce soit peut-être guidé davantage par, autorité. oui, mais à condition que ce soit guidé par des adultes qui savent pourquoi ils vont ouvrir aussi ces possibilités d'apprentissage, hein. Il faut que ce soit guidé par un projet, une intention. C'est pas juste, tiens, ça a l'air de leur plaire, allez, ouvrez tous vos ordinateurs et en avant. Non, là ce sera une joyeuse pagaille, hein. Ce sera sans doute très joyeux, mais très pagailleux aussi. Donc, non, c'est la notion de projet, à quoi ça sert? Il faut que ce soit suffisamment clair et qu'il y ait une familiarité suffisante avec les outils pour bien en connaître et les avantages et les limites aussi, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Patrice Huer. Je pense que voilà, on va s'arrêter Et à vous, sur cet élargissement de la question qui fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire sur la question de l'école et des réseaux sociaux, puisque c'est aussi un vaste sujet. Un grand pardon, merci. c'est un prochain colloque que nous allons faire en virtuel à l'Institut du virtuel là, que je présidais, qui aura lieu en juin et que vous pourrez suivre à distance si vous le souhaitez. Je vous en ferai passer l'information Avec qui grand va être plaisir. consacrée aux réseaux sociaux et les adolescents. Ben voilà. Le lien est fait. Un grand merci, Patrice Huer, Merci à vous. pour toutes vos réponses. Un grand merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation et bon courage pour la suite dans le contexte qu'on connaît, qui est toujours un petit peu difficile, mais dans lequel on se veut optimiste et résolument innovant. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.